J'ai assisté à l'inauguration du cabinet d'avocat de mon époux. Ils riaient et pointèrent du doigt. La femme ratée est arrivée. Puis mon mari m'a tendu une enveloppe. Le premier dossier de mon cabinet, c'est notre divorce. J'ai signé et je suis partie. En silence, j'ai annulé tous les paiements et retiré mon investissement de 13 millions d'euros de son cabinet. 1 heure plus tard, mon téléphone a explosé avec 45 appels manqués. Et quelqu'un est apparu à ma porte. « Bonjour à tous, je m'appelle Aurore Blanchard, j'ai 49 ans. Et ce que vous venez d'entendre, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 3 mois. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci d'être là. Maintenant, laissez-moi vous raconter tout depuis le début. C'était un mardi après-midi d'octobre. Le ciel parisien était gris, lourd, comme si même la météo savait ce qui allait se passer. Je marchais dans la rue des Francs-Bourgeois, dans le Marais, en serrant contre moi une boîte de champagne Veuve Clicquot que j'avais achetée chez Nicolas. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être l'intuition. Je me suis arrêtée devant un immeuble haussmannien magnifiquement restauré. La pierre blonde brillait sous la lumière grise. Une plaque dorée, toute neuve, étincelait près de la porte. Dufresne & Associés, cabinet d'avocat. Mon cœur s'est serré. 24 ans que j'attendais ce moment. L'inauguration officielle du cabinet d'Olivier, mon mari. Enfin, il avait réussi. Enfin, tout ce pourquoi nous avions travaillé. Enfin, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Prenait forme. J'ai respiré profondément. Ajusté mon foulard Hermès, un cadeau de ma mère, décédée 5 ans plus tôt. J'ai poussé la lourde porte vitrée. L'intérieur était somptueux. Sol en marbre blanc veiné de gris. Lustres en cristal, des arrangements floraux immenses dans des vases en porcelaine. Le salon principal était bondé, au moins 60 personnes. Avocats en costume 3 pièces impeccable, femmes en tailleur Chanel, serveurs en veste blanche circulant avec des plateaux de petits fours et des flûtes de champagne. Je me suis avancée doucement, cherchant Olivier du regard. Personne ne m'a salué. J'ai souri poliment à quelques visages familiers, des collègues d'Olivier que j'avais rencontrés lors de dîners professionnels au fil des années. Ils ont détourné les yeux. Un groupe près de la grande fenêtre a éclaté de rire. Céline, la nouvelle associée junior, 32 ans, blonde platine, robe noire moulante, pointait discrètement dans ma direction en murmurant quelque chose à l'oreille de 2 hommes à côté d'elle. Ils se sont tous tournés vers moi et ont ricané. J'ai senti mes joues brûler, mais j'ai continué d'avancer. J'ai posé la boîte de champagne sur une table d'appoint et j'ai pris une flûte sur un plateau qui passait. Mon Dieu, elle ose venir. La voix venait de ma gauche. Je me suis retournée. Sandrine, la secrétaire exécutive d'Olivier, grande, rousse, lunettes design, me regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Elle était entourée de 3 autres femmes que je ne connaissais pas. La femme ratée est arrivée, a murmuré l'une d'elles, assez fort pour que je l'entende parfaitement. Elles ont toutes ri, un rire léger, cristallin, cruel. J'ai serré ma flûte de champagne si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser dans ma main. Mon cœur battait si vite que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Mais je suis restée immobile, droite, digne. Aurore. La voix d'Olivier a coupé à travers le brouhaha. Je me suis retournée. Il était là, au centre du salon, impeccable dans son costume gris anthracite sur mesure. Cheveux poivre et sel parfaitement coiffés en arrière. Cravate bordeaux. Montre Patek Philippe au poignet, celle que je lui avais offerte pour ses 50 ans. Il ne souriait pas. « Viens avec moi », a-t-il dit d'un ton sec, professionnel. Il a traversé le salon sans même vérifier si je le suivais. J'ai posé ma flûte et je l'ai suivi. Les conversations se sont tues sur notre passage. Je sentais les regards, les chuchotements, les sourires en coin. Olivier a ouvert une porte au fond du couloir, son bureau privé. Immense, bureau en bois massif, fauteuil en cuir cognac, bibliothèque remplie de codes juridiques reliés en cuir. Vue magnifique sur les toits de Paris. Il a fermé la porte derrière moi. Le silence était assourdissant. « Je voulais te parler avant ?» a-t-il commencé en allant directement à son bureau. « Mais tu es venu plus tôt que prévu. » Il a ouvert un tiroir
et en a sorti une enveloppe blanche, épaisse, officielle. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, même si une partie de moi savait déjà. Il a posé l'enveloppe sur le bureau et l'a poussée vers moi. « Ouvre !» Mes mains tremblaient quand j'ai pris l'enveloppe. Le papier était lourd, de qualité. J'ai sorti les documents. Mes yeux ont parcouru les premières lignes. Demande de divorce. Le monde s'est arrêté. Les mots dansaient devant mes yeux. Divorce. Dissolution du mariage. Partage des biens. Garde. Non, nous n'avions pas d'enfants. Le premier dossier de ce cabinet, a dit Olivier d'une voix neutre, presque clinique, c'est le nôtre, notre divorce. J'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait sans émotion, comme s'il parlait à une cliente, pas à sa femme, pas à la femme qui avait partagé sa vie pendant 24 ans. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Ma voix était un murmure étranglé. Parce que c'est le bon moment. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant, Aurore. Le cabinet, la réputation, les contacts. Je n'ai plus besoin d'eux. Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Je n'ai plus besoin de lest. Lest. Il venait de me traiter de lest. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas devant lui. Pas maintenant. J'ai regardé de nouveau les documents. Tout était déjà rempli. Mon nom, son nom, les biens, la séparation nette et précise. « Tu veux que je signe ? Maintenant ? Ici ?» ai-je demandé, incrédule. « C'est mieux comme ça, propre, rapide, sans avocats qui se battent pendant des mois, sans exposition publique. » Il a pris un stylo Montblanc dans son porte-stylo et me l'a tendu. « Tu gardes l'appartement de Nantes, je garde celui de Paris et la maison en Provence. Tout est équitable. Équitable. » Le mot résonnait dans ma tête comme une insulte. J'ai pensé à tout, à toutes ces années. Quand je l'avais rencontré, Olivier n'était qu'un jeune avocat stagiaire endetté jusqu'au cou. Prêt étudiant. Dette de carte de crédit. Il vivait dans un studio miteux à Belleville avec des moisissures aux murs. Moi, j'étais Aurore Blanchard, héritière unique d'une fortune bâtie sur 3 générations dans l'industrie textile. Ma famille possédait des usines, des entrepôts, des parts dans des entreprises de luxe. Quand mon père était mort, j'avais 23 ans. 2 ans plus tard, ma mère me rejoignait. J'étais seule, riche, terriblement seule. Olivier était beau, intelligent, ambitieux. Il me parlait de ses rêves, de son cabinet futur, de justice, de changer le monde. Je suis tombée amoureuse, follement, complètement. Pendant 24 ans, je l'ai soutenu. J'ai payé ses dettes, 2 millions d'euros en tout. J'ai financé son master à Londres, 80 000 euros. Quand il a voulu ouvrir son premier petit cabinet à Montparnasse, c'est moi qui ai tout payé. Le loyer, les employés, les fournitures, les frais juridiques. Pendant des années, je me suis effacée, discrète, dans l'ombre. Parce qu'Olivier me disait que c'était important pour sa carrière que les gens le voient comme un self-made man, pas comme le mari d'une héritière. Les gens ne me respecteront jamais s'ils savent que c'est ta famille qui finance tout, répétait-il. Laisse-moi construire ma réputation seule. Après, nous brillerons ensemble. Alors j'ai attendu. J'ai souri poliment lors des dîners professionnels. J'ai supporté qu'on me présente comme Aurore, la femme d'Olivier, sans jamais mentionner mon nom de famille, mon éducation, mon propre travail de gestion de patrimoine que je faisais discrètement depuis des années. J'ai financé la rénovation complète de ce cabinet, 890 000 euros. J'ai payé les salaires de l'équipe pendant les 18 premiers mois, 340 000 euros par mois. J'ai investi 13 millions d'euros de mon propre patrimoine dans une structure financière qui soutenait toute l'opération du cabinet. Tout, absolument tout venait de moi. Et maintenant, il me tendait un stylo pour que je signe mon propre effacement définitif. Si tu ne signes pas, ça va devenir compliqué, Aurore, a dit Olivier d'un ton las. Tu ne veux pas qu'on se déchire publiquement, n'est-ce pas? Pense à ta dignité, ma dignité. Il osait parler de ma dignité alors qu'il venait de me traiter de lest devant. Non, pas devant. Mais tous ces gens dehors savaient. Ils savaient tous qu'il allait me quitter. Les rires, les regards,
C'était ça. J'étais la blague de la soirée. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que j'avais du mal à écrire. Mais j'ai signé. Vite. Parce que si je réfléchissais une seconde de plus, j'allais m'effondrer. Olivier a pris les documents, les a rangés soigneusement dans un dossier en cuir. « Merci de faciliter les choses », a-t-il dit, comme s'il me remerciait d'avoir accepté un rendez-vous. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. J'ai quitté le bureau sans un mot. J'ai traversé le couloir. Les conversations animées du salon me parvenaient comme un brouhaha lointain. Quand je suis entrée dans le salon, plusieurs têtes se sont tournées. Céline a murmuré quelque chose à son groupe. Des rires ont fusé. Je ne savais pas s'ils riaient de moi ou d'autre chose, mais dans ma tête, ils riaient tous de moi. J'ai traversé la pièce, tête haute, pas rapide. J'ai poussé la lourde porte vitrée. L'air froid d'octobre m'a giflé le visage. J'ai descendu les marches de l'immeuble. La rue des Francs-Bourgeois était animée. Touristes, Parisiens pressés, vélos, trottinettes. La vie continuait. Normale, indifférente. Moi, je venais de signer la fin de ma vie telle que je la connaissais. J'ai marché sans but pendant 10 minutes, puis j'ai hélé un taxi. « Où allez-vous, madame ?» a demandé le chauffeur. « Rue de la Roquette, Bastille. » Il a démarré. J'ai regardé Paris défiler par la fenêtre. Les lumières commençaient à s'allumer. La nuit tombait doucement. Je sentais un vide immense dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait creusé un trou béant à la place de mon cœur. Le taxi s'est arrêté devant un petit immeuble en pierre de taille, 6e étage, sans ascenseur. J'ai payé la course. J'ai grimpé les escaliers lentement, marchant après marche. Mon appartement. Petit. 2 pièces. Je l'avais loué il y a 4 mois, quand j'avais senti que tout s'effritait entre Olivier et moi. Un refuge, un endroit à moi. J'ai ouvert la porte. Silence. J'ai allumé les lumières. L'appartement était spartiate. Un canapé beige, une table basse. Quelques livres, pas de photos, pas de souvenirs. Juste un espace vide pour une femme vidée. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé mes mains. 49 ans. Des rides commençaient à marquer mon visage. Mes cheveux grisonnaient. J'avais donné les meilleures années de ma vie à un homme qui venait de me jeter comme un vieux meuble encombrant. Puis, quelque chose en moi s'est réveillé. Une colère sourde, profonde, pas explosive, pas hystérique, froide. Je me suis levée. J'ai pris mon ordinateur portable sur la table basse. Je l'ai allumé. La lumière bleutée de l'écran a éclairé mon visage dans la pénombre. J'ai ouvert mon navigateur. J'ai tapé l'adresse de la banque privée Rothschild. J'ai entré mes identifiants. Le système a chargé. Mon tableau de bord financier est apparu. Compte. Investissement. Holdings. Tout était là. 24 ans de gestion minutieuse. 24 ans de construction silencieuse. Olivier ne s'était jamais intéressé aux détails administratifs ennuyeux, comme il disait. Il me faisait confiance pour gérer l'argent. Après tout, j'étais la fille de Claude Blanchard, magnate du textile. J'avais été élevée dans les chiffres, les contrats, les investissements. Ce qu'Olivier ignorait, c'est que j'avais tout structuré. Intelligemment, légalement, mais à mon avantage. Le cabinet Dufresne & Associés ne fonctionnait pas grâce à Olivier. Il fonctionnait grâce à une holding que j'avais créée il y a 8 ans, Blanchard Investissement SAS. Cette holding possédait 100% des parts du cabinet. Olivier était gérant, mais je restais l'actionnaire unique. Tous les paiements, loyers, salaires, charges, fournisseurs, passaient par des virements automatiques programmés depuis les comptes de cette holding. Holding que je contrôlais entièrement. J'ai cliqué sur l'onglet « Paiement récurrent ». Une liste est apparue. Loyer mensuel du cabinet, 15 000 €. Salaire de l'équipe de 12 avocats et 4 assistants, 340 000 € par mois. Charges diverses, 28 000 €. Abonnement logiciel juridique, 12 000 €. Assurance professionnelle, 8 500 €. Total mensuel, 403 500 €. Sans ces paiements, le cabinet ne tenait pas 3 semaines. Ma main s'est posée sur la souris. J'ai hésité un instant. Une toute petite seconde.
Puis je me suis souvenu du rire de Céline, des regards méprisants, du mot leste prononcé par mon propre mari. J'ai cliqué. Annuler tous les paiements récurrents. Un message de confirmation est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler tous les virements programmés? J'ai cliqué sur oui. Ensuite, j'ai navigué vers l'onglet Actifs liquides. Le montant s'affichait en gros caractères. 13 047 000 euros. 13 047 000 euros. Mon héritage personnel que j'avais placé dans la holding pour financer le développement du cabinet. Investissements immobiliers, actions, obligations, placements diversifiés que j'avais gérés avec soin pendant toutes ces années. J'ai cliqué sur « Transférer ». J'ai sélectionné ma compte personnel privé. J'ai entré le montant total. Transfert de 13 047 000 euros vers compte personnel Aurore Blanchard. Un code de sécurité à 6 chiffres m'a été envoyé par SMS. Je l'ai entré. Puis, j'ai cliqué sur « Confirmer ». Le système a traité la demande pendant quelques secondes. Puis, un message est apparu. Transfert effectué avec succès. Voilà, c'était fait. Si vous suivez cette histoire et qu'elle vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Ça aide énormément. Merci. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. J'ai fermé l'ordinateur. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais calme. Étrangement calme. Je me suis préparé une tisane. Verveine. J'ai pris une couverture en laine et je me suis installé sur le canapé avec ma tasse fumante. Par la fenêtre, je voyais les lumières de Paris scintiller. La tour Eiffel clignotait au loin. J'ai repensé à tous ces dîners où j'avais souri poliment pendant qu'Olivier racontait ses succès professionnels sans jamais mentionner ma contribution. À toutes ces fois où des gens me demandaient « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» et où je répondais vaguement « Je m'occupe de gestion de patrimoine » pour ne pas éclipser mon mari. À toutes ces soirées où Olivier riait avec ses collègues pendant que je restais assise seule dans un coin, ignorée, invisible. Pendant 24 ans, j'avais été l'ombre d'Olivier Dufresne. Ce soir, j'avais décidé de récupérer ma lumière. Mon téléphone a vibré. Un message de ma banque confirmant le transfert. J'ai souri. Un petit sourire triste, mais libérateur. 40 minutes sont passées. J'ai terminé ma tisane. Je regardais un documentaire sur Arte quand mon téléphone s'est mis à vibrer violemment. Encore. J'ai pris le téléphone. L'écran affichait « Olivier, appel entrant ». J'ai rejeté l'appel. Nouvelle vibration. Encore lui. J'ai rejeté. Les appels se sont enchaînés. 1, 2, 5, 10, 15. Mon téléphone n'arrêtait plus. Entre chaque appel rejeté, des messages WhatsApp s'affichaient « Aurore, décroche ». « C'est urgent ? Aurore ? Qu'est-ce que tu as fait ? Réponds, bon sang ». J'ai coupé le son, mais les notifications continuèrent de défiler. 20 appels, 30, 40. À 22h47, j'ai compté. 45 appels manqués d'Olivier. Plus 12 messages vocaux. Plus 28 messages textes. Je n'ai rien ouvert. Rien écouté. Je connaissais déjà le contenu. Panique, colère, supplication, menace peut-être. J'ai éteint mon téléphone complètement. Le silence est revenu. Apaisant. Délicieux. Je me suis levée pour aller me préparer une deuxième tisane quand on a sonné à la porte. Un coup, puis un autre. Insistant. Puis des coups de poing. Forts. « Aurore, Aurore, ouvre cette porte !» La voix d'Olivier. Essoufflée. Désespérée. Je me suis approchée doucement de la porte. J'ai regardé par le judas. Olivier était là, dans le couloir mal éclairé du 6e étage. Cheveux en désordre, cravate desserrée, veste de costume ouverte, chemise froissée, visage rouge. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il a frappé encore. « Aurore, je sais que tu es là. Ouvre, on doit parler. » J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai respiré profondément, puis j'ai ouvert la porte. Olivier s'est figé. Nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient injectés de sang. Il respirait fort, comme s'il venait de courir un marathon. Probablement qu'il avait couru. Probablement qu'il avait pris un taxi en pleine panique et grimpé les 6 étages à toute vitesse. « Tu !» Il cherchait ses mots, la voix tremblante. « Tu as retiré tout l'argent !» Ce n'était pas une question, c'était une constatation horrifiée. « Oui,
ai-je répondu calmement. Aurore, tu ne peux pas faire ça. Il a fait un pas en avant, mais je n'ai pas bougé. Il s'est arrêté, hésitant. Le cabinet. Tout le cabinet repose sur ses fonds, les salaires, le loyer, les contrats en cours. Tu vas tout détruire. Je sais exactement ce que j'ai fait, Olivier. Mais pourquoi? Il a presque crié, ses mains tremblaient. À cause du divorce? Tu es folle? On peut discuter? On peut? On peut quoi? Ma voix était glaciale. On peut renégocier? On peut trouver un arrangement? C'est drôle. Tu ne voulais pas discuter il y a quelques heures quand tu m'as tendu ces papiers de divorce pendant que tes collègues se moquèrent de moi. Il a pâli. Aurore, La femme ratée est arrivée. J'ai répété les mots que j'avais entendus. C'est comme ça qu'il m'appelait. Et tu savais. Tu savais qu'il se moquerait de moi. Tu savais que ce serait une humiliation publique. Mais tu as quand même choisi ce moment. Ce lieu. Ce n'était pas. Du lest. Tu m'as traité de lest. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les retenais encore. 24 ans, Olivier. 24 ans à te soutenir, à croire en toi, à financer tes rêves. Et pour toi, je suis un poids mort dont il faut se débarrasser maintenant que tu as réussi. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit exactement ça. Je n'ai plus besoin de lest. Tu crois que j'ai oublié? Il s'est passé la main dans les cheveux, geste nerveux que je connaissais bien. J'étais stressée. C'était mal formulé. Je ne pensais pas. Tu pensais exactement ce que tu disais. J'ai croisé les bras. Le problème, Olivier, c'est que tu as toujours pensé que c'était toi qui avais bâti ce cabinet. Ton talent, ton travail, ta réputation. C'est le cas. Non. J'ai secoué la tête. C'est moi qui l'ai bâti. Chaque pierre, chaque contrat, chaque salaire. Tout venait de mon argent, de mon héritage, de ma gestion. Mais tu étais tellement occupé à briller sous les projecteurs que tu as oublié qui payait l'électricité. Olivier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il était à court de mots. « Combien de fois est-ce que tu m'as demandé de rester discrète ?» ai-je continué. « Combien de fois est-ce que tu m'as dit de ne pas mentionner ma famille, mon argent, ma contribution, parce que ça ternirait ton image de self-made man? C'était pour nous protéger. Non, c'était pour te protéger. Moi, tu t'en fichais. J'ai senti ma voix se briser légèrement. Pendant 24 ans, j'ai été invisible, la femme silencieuse au bras de l'avocat brillant. Personne ne savait qui j'étais vraiment. Personne ne savait ce que j'apportais. Et ce soir, quand tu m'as humilié devant tout le monde, j'ai compris une chose. Quoi? Que je ne voulais plus être invisible. Olivier a reculé d'un pas, comme si mes paroles l'avaient physiquement frappé. « Aurore, s'il te plaît, on peut arranger ça, on peut. » Tu as 72 heures. Quoi? 72 heures pour me présenter une proposition de partage équitable, 50% de tout ce qu'on a construit ensemble, le cabinet, les biens, les investissements. Tout. 50%? Mais c'est impossible, le cabinet va. Va survivre si tu acceptes de reconnaître ma part, ou va couler si tu continues à me traiter comme une quantité négligeable. J'ai soutenu son regard. À toi de choisir. Tu me fais du chantage? Non, je réclame ce qui m'appartient. Olivier a serré les poings. Je voyais les veines de son cou palpiter. Il était en colère, mais surtout, il avait peur. Une peur panique de tout perdre. Les employés, ils vont perdre leur travail. Alors dépêche-toi de trouver une solution. Tu es avocat, non? Tu es brillant. Tu es celui qui résout les problèmes impossibles de tes clients fortunés. Résous celui-ci. Aurore, tu ne comprends pas les implications légales de... Ne me parle pas de légal, Olivier. Ma voix était devenue tranchante comme une lame. J'ai fait vérifier chaque document par 3 cabinets d'avocats différents avant de créer la holding Blanchard Investissement. Tout est parfaitement légal. L'argent est à moi. La holding est à moi. Les parts du cabinet sont à moi. Toi, tu es juste le gérant. Un employé très bien payé. Le visage d'Olivier est devenu d'une pâleur cadavérique. Tu savais? Depuis le début, tu savais que j'avais le contrôle? Évidemment. J'ai eu un sourire sans joie. Je suis la fille de Claude Blanchard.
On ne construit pas un empire textile sur 3 générations sans apprendre à protéger ses intérêts. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Parce que je t'aimais, parce que je croyais en nous, parce que je pensais que tu ne me trahirais jamais. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Une seule. Je me suis trompée. Le silence entre nous était épais, suffocant. Olivier me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Comme si la femme qu'il pensait connaître venait de se révéler être une étrangère. 72 heures, ai-je répété doucement. Après ça, je dissous la holding et je retire tout définitivement. Le cabinet fermera. Les employés perdront leur travail. Les clients iront ailleurs. Et ta réputation que tu as mis 24 ans à bâtir s'effondrera en 1 semaine. Tu ne ferais pas ça. Il essayait de paraître confiant, mais sa voix tremblait. Tu crois? J'ai incliné la tête. Il y a quelques heures, tu pensais que j'allais gentiment signer mes papiers de divorce et disparaître en silence. Tu me connais vraiment si mal que ça? Olivier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a reculé dans le couloir, les épaules voûtées. Soudain, il paraissait plus vieux, fatigué, vaincu. « J'ai fait une erreur », a-t-il murmuré. « Oui, une énorme erreur. Je peux. Est-ce qu'on peut au moins discuter? Prendre un café demain, calmement? Envoie-moi ta proposition par email. Mon avocat l'examinera. » Ton avocat? Il a semblé surpris. Tu pensais vraiment que j'allais gérer ça seul? J'ai contacté Maître Lefebvre du cabinet Lefebvre & Rousseau il y a 3 semaines. Olivier a tressailli. Michel Lefebvre était l'un des avocats spécialistes du divorce les plus redoutés de Paris. Impitoyable, méthodique, il ne perdait jamais. 3 semaines. Olivier a compris. Tu savais qu'il allait me demander le divorce. J'ai senti le vent tourner. Les dîners où tu rentrais de plus en plus tard. Les week-ends où tu devais travailler, mais où je voyais les photos de Céline sur Instagram dans les mêmes restaurants que toi. Je ne suis pas stupide, Olivier. Il a fermé les yeux. Céline et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense rien, et honnêtement, je m'en fiche. C'était vrai. La douleur que j'aurais dû ressentir face à son infidélité probable était étrangement absente. Peut-être parce qu'il ne restait plus rien à briser dans mon cœur. Aurore. Il a tendu la main vers moi, mais je me suis reculée. 72 heures, Olivier. Le décompte a commencé. J'ai refermé la porte, doucement, sans claquer. Un clic net, définitif. J'ai entendu ses pas dans le couloir, lent, lourd. Puis le bruit de ses chaussures dans l'escalier, de plus en plus distant. Je me suis adossée contre la porte. Mes jambes ont tremblé et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. J'ai posé ma tête sur mes genoux, repliés. Et là, enfin, j'ai pleuré. Pas des sanglots hystériques, pas des cris, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans fin, libérant 24 ans de frustration, d'invisibilité, d'amour non partagé. J'ai pleuré pour la jeune femme que j'étais à 25 ans, qui croyait que l'amour suffisait. J'ai pleuré pour toutes ces années où je m'étais effacée en pensant que c'était ça, le soutien. J'ai pleuré pour l'humiliation de ce soir, pour les regards moqueurs, pour les rires cruels. Mais surtout, j'ai pleuré de soulagement. Parce que pour la première fois depuis si longtemps, j'avais repris le contrôle de ma vie. Combien de temps suis-je restée assise là, contre cette porte? 1 heure? 2? Je ne sais pas. Quand j'ai relevé la tête, mes yeux étaient gonflés, ma gorge brûlait, mais je me sentais étrangement légère. Je me suis levée, j'ai allumé toutes les lumières de l'appartement, je suis allée dans la salle de bain, j'ai regardé mon reflet dans le miroir, visage rougi, mascara coulé, cheveux en désordre. Mais dans mes yeux, il y avait quelque chose de nouveau, une détermination, une force que je ne me connaissais pas. « Tu as 49 ans, Aurore », me suis-je dit à voix haute. « La moitié de ta vie n'est pas encore écrite. Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Cette question résonnait dans ma tête pendant que je me démaquillais, que je me brossais les dents, que j'enfilais mon pyjama en coton doux. Je me suis couchée mais je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit tournait en boucle. Les souvenirs défilaient. La première rencontre avec Olivier dans ce café près du Panthéon. Notre mariage civil discret à la mairie du 5e,
les promesses murmurées, les rêves partagés. Quand est-ce que tout avait basculé? Quand est-ce que nous étaient devenus lui et moi? Je pense que ça avait été progressif, insidieux, comme une érosion lente, les petites remarques. Aurore, tu pourrais éviter de mentionner que tu as payé ça devant mes associés? Aurore, ce serait mieux si tu ne venais pas à ce dîner, c'est très professionnel. Aurore, tu comprends, c'est important pour mon image. Mon image. Toujours son image, jamais la mienne. Je me suis retournée dans le lit. La lumière des réverbères filtrait à travers les rideaux fins. Paris ne dormait jamais vraiment. On entendait toujours des bruits, des voitures, des sirènes lointaines, des éclats de voix de fêtards qui rentraient. J'ai repensé à ma mère. Elle était morte quand j'avais 28 ans. Cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et son dernier souffle. Dans ces derniers jours, lucide malgré la morphine, elle m'avait pris la main. Aurore, ma chérie, ne te perds jamais dans quelqu'un d'autre. Promets-le-moi. J'avais promis, mais j'avais menti. Ou plutôt, je n'avais pas su tenir cette promesse. Maman, j'ai pensé dans le noir. Je suis désolée, mais je vais me retrouver maintenant. Je te le promets. Vers 4 heures du matin, j'ai fini par m'endormir. Un sommeil agité, peuplé de rêves confus. Je me suis réveillée vers 9 heures du matin. La lumière automnale entrait doucement par la fenêtre. J'ai mis quelques secondes à réaliser où j'étais, ce qui s'était passé. Puis, tout m'est revenu d'un coup. Le divorce, l'humiliation, l'argent retiré, Olivier à ma porte. J'ai pris mon téléphone. 63 messages non lus, 82 appels manqués. La plupart d'Olivier, mais aussi de numéros que je ne connaissais pas. Probablement ses associés, ses employés, tous paniqués. J'ai ignoré tout ça. J'ai ouvert mes emails, un seul m'intéressait, celui de maître Michel Lefebvre, mon avocat. Madame Blanchard, j'ai bien reçu votre message de cette nuit. Excellent travail. Nous avons désormais une position de force absolue. Je suis disponible aujourd'hui à 14 heures dans mon bureau si vous souhaitez discuter de la stratégie. Bien cordialement, ML. J'ai répondu que je serais là. Ensuite, j'ai pris une longue douche chaude. L'eau brûlante sur ma peau me faisait du bien. Je me sentais sale, pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si toutes ces années d'humiliation silencieuse avaient laissé une crasse invisible sur moi. Je me suis habillée avec soin. Pantalon noir en laine, chemisier blanc immaculé, veste cintrée grise, escarpin discret mais élégant. Cheveux attachés en chignon bas, maquillage léger mais soigné. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais, une femme d'affaires qui reprend le contrôle de sa vie. J'ai quitté l'appartement vers 13 heures. Le métro était bondé, des touristes avec leurs plans dépliés, des Parisiens pressés qui lisaient Le Monde sur leur téléphone, des lycéens bruyants qui riaient. La vie normale. Pendant que mon monde explosait, le reste du monde continuait tranquillement. Le cabinet Lefebvre & Rousseau se trouvait avenue Kléber, dans le 16e arrondissement. Un immeuble prestigieux face au Trocadéro, marbre, dorure, ascenseurs anciens avec grilles en fer forgé, l'excellence à la parisienne. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Madame Blanchard, maître Lefebvre vous attend. Suivez-moi. » Le bureau de Michel Lefebvre était immense. Bibliothèque murale remplie de codes juridiques anciens reliés en cuir. Bureau Empire en acajou massif. Fauteuil, Chesterfield en cuir bordeaux. Vue imprenable sur la tour Eiffel. Maître Lefebvre était un homme d'une 60aine d'années. Cheveux blancs impeccablement coiffés. Costume 3 pièces gris anthracite. Cravate bleu marine. Lunettes en écaille. Il dégageait une autorité naturelle, presque intimidante. « Madame Blanchard !» Il s'est levé et m'a serré la main, poignet ferme. « Asseyez-vous, café, thé ?»« Un thé, merci. » Il a sonné sa secrétaire qui est revenue avec un plateau. Théière en porcelaine de Limoges, tasses assorties, petits sablés. « Alors ?» a commencé maître Lefebvre en s'installant confortablement dans son fauteuil. « Vous avez frappé fort hier soir. 13 millions retirés. Tous les paiements annulés. Votre mari doit être dans tous ses états. Il est venu chez moi vers minuit, paniqué.
Parfait. La panique est notre allié. Il a souri, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. C'était le sourire d'un stratège qui voit son plan se dérouler exactement comme prévu. Qu'avez-vous dit? Que j'attendais une proposition de partage équitable, 50% de tout, dans les 72 heures. Excellent. Pas trop gourmande, mais ferme. Il ne pourra pas dire que vous voulez tout détruire. Il a pris des notes dans un carnet en cuir. Et s'il refuse? Je dissous la holding. Le cabinet coule. Bien, mais nous n'en arriverons pas là. Maître Lefebvre s'est penché en avant. Votre mari est un avocat compétent, mais il n'est pas stupide. Il sait qu'il a perdu. Ce qu'il va essayer maintenant, c'est de limiter les dégâts. Il va probablement proposer 30%, peut-être 40% s'il est intelligent. Et nous ne descendrons pas en dessous de 48%. C'est le minimum acceptable. Vous avez financé ce cabinet à 100% pendant 8 ans. Vous méritez la moitié. Légalement, nous pourrions même demander plus, mais je préfère rester raisonnable. Les juges aiment la mesure. J'ai bu une gorgée de thé, Earl Grey, parfumé, réconfortant. Maître, j'ai une question. Je vous écoute. Est-ce que je suis cruel? Est-ce que ce que je fais est disproportionné? Michel Lefebvre a retiré ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Blanchard, dans ma carrière de 35 ans, j'ai vu des centaines de divorces, des femmes ruinées parce qu'elles avaient y fait confiance. Des hommes aussi d'ailleurs, mais le plus souvent, ce sont les femmes qui se font avoir, surtout celles qui ont de l'argent. Il a fait une pause. Vous avez financé les rêves de votre mari pendant 24 ans. Vous vous êtes effacé pour qu'il brille. Vous avez été humilié publiquement, et quand il a décidé de vous jeter, il l'a fait de la manière la plus blessante possible. Alors non, vous n'êtes pas cruel, vous êtes juste. Ces mots m'ont fait du bien. J'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin qu'on me dise que je n'étais pas un monstre. Maintenant, a continué Maître Lefebvre en remettant ses lunettes, parlons stratégie. Votre mari va probablement vous contacter aujourd'hui ou demain. Il va essayer de vous apitoyer. Pense aux employés. Pense à tout ce qu'on a construit ensemble. On peut s'arranger. Ne cédez pas. Je ne céderai pas. Bien. S'il ne propose rien dans les 72 heures, nous passons à la phase 2. Je déposerai une requête en liquidation judiciaire de la holding pour motif de rupture du contrat moral entre associés. Ça prendra du temps, mais le simple dépôt suffira à bloquer tous les comptes du cabinet. Ce sera la panique totale. Et s'il propose quelque chose d'acceptable? Nous négocions. Nous faisons rédiger un accord de divorce amiable avec partage équitable des biens. Vous récupérez votre mise initiale plus les intérêts. Vous gardez vos biens personnels. Et surtout, vous signez une clause de confidentialité mutuelle. Confidentialité pour que ni lui ni vous ne puissiez parler publiquement de ce divorce. Croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Olivier a une réputation à protéger, mais vous aussi. Vous n'avez pas envie que toute la presse économique parle de l'héritière qui a ruiné son mari avocat. Il avait raison, je ne voulais pas devenir un fait divers. Une dernière chose, Madame Blanchard. Michel Lefebvre s'est levé et est allé chercher un dossier dans son armoire. J'ai fait faire une enquête discrète sur votre mari. Rien d'illégal, rassurez-vous. Juste une vérification de ses finances personnelles. Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs documents. Olivier Dufresne possède un compte personnel à la Banque Postale avec environ 42 000 €. Il a un compte épargne avec 68 000 €. Il possède une voiture, une Audi A6, financée à crédit. Il lui reste 23 000 € à rembourser. Et c'est tout. J'ai regardé les documents, incrédule. C'est tout? Mais il gagne bien sa vie depuis des années. Oui, environ 15 000 € net par mois, mais regardez ceci. Maître Lefebvre a sorti un autre document, relevé bancaire des 3 dernières années, dépenses importantes et régulières. Restaurant gastronomique, hôtel de luxe, voyages, vêtements de marque, bijoux, des bijoux. Oui, il a acheté pour 7 000 € de bijoux chez Cartier il y a 6 mois, et pour 4 000 € chez Van Cleef il y a 3 mois. Mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais reçu de bijoux d'Olivier. Même pour nos 20 ans de mariage, il m'avait offert un livre. Céline, ai-je murmuré. Probablement. Je n'ai pas de preuves directes,
Mais le timing correspond. L'heure. Relation a dû commencer il y a environ 1 an, si je me fie au changement dans ses habitudes de dépenses. 1 an. Pendant 1 an, il me trompait. Pendant 1 an, il planifiait notre divorce. Pendant 1 an, il me regardait comme un obstacle à éliminer. « Madame Blanchard ?» La voix de maître Lefebvre m'a ramené au présent. « Ça va ? » ?»« Oui, oui, ça va. » J'ai respiré profondément. « Continuez. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'Olivier n'a presque rien. Tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est professionnellement, repose sur le cabinet. Et le cabinet repose sur vous. Il n'a aucun levier. Vous avez tout. » C'était vrai, mais cette vérité me donnait plus de tristesse que de satisfaction. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment un amour qui avait semblé si vrai, si pur, avait-il pu se transformer en cette guerre froide ? « Il va céder », a affirmé maître Lefebvre. Peut-être pas immédiatement, il va se débattre, essayer de négocier, mais au final, il cédera, parce qu'il n'a pas le choix. Nous avons passé encore 1 heure à discuter des détails techniques, les documents à préparer, les scénarios possibles, les contre-attaques qu'Olivier pourrait tenter. Quand je suis sortie du cabinet Lefebvre & Rousseau, il était presque 16 heures. Le ciel s'était couvert, il allait pleuvoir. J'ai marché jusqu'au Trocadéro. Les touristes prenaient des photos de la Tour Eiffel. Des enfants couraient en riant. Un accordéoniste jouait « La vie en rose ». Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé la ville s'étendre devant moi. Paris, ma ville, où j'étais née, où j'avais grandi, où j'avais aimé, où j'avais souffert. Mon téléphone a vibré. Un email d'Olivier. « Aurore, s'il te plaît, appelons-nous. Nous devons parler. Je ne peux pas répondre à ta demande en 72 heures. C'est impossible. J'ai besoin de temps. S'il te plaît. Olivier. » J'ai relu le message 3 fois. Il y avait quelque chose de pathétique dans ce ton suppliant. L'homme qui, 48 heures plus tôt, me tendait froidement des papiers de divorce, mendiait maintenant ma clémence. J'ai répondu « Tu as jusqu'à vendredi 18 heures. Pas 1 minute de plus. Fais-moi une proposition par écrit. Mon avocat l'examinera. Aurore. » Court, factuel, sans émotion. J'ai envoyé le message et j'ai éteint mon téléphone. La pluie a commencé à tomber. Fine d'abord, puis plus drue. Les touristes se sont dispersés en courant. Moi, je suis restée assise. L'eau froide coulait sur mon visage, se mélangeant peut-être à quelques larmes que je n'avais pas senties venir. Qu'est-ce que je faisais ? Étais-je en train de me venger ou de me protéger ? Peut-être les deux. Peut-être que c'était la même chose. Une femme d'environ mon âge s'est assise sur le banc à côté de moi. Elle aussi laissait la pluie tomber sur elle. Elle m'a regardée et a souri tristement. « Mauvaise journée ?» a-t-elle demandé en français avec un léger accent anglais. « Mauvaise vie ?» ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Elle a ri doucement. « Je comprends. Mon mari m'a quitté il y a 6 mois. Pour sa secrétaire. Cliché, n'est-ce pas? Le mien aussi. Enfin, son associé. Même combat. » Nous sommes restés assises là, 2 inconnus réunis par la pluie et les cœurs brisés. Nous n'avons plus parlé. Nous n'en avions pas besoin. Après 10 minutes, la pluie s'est calmée. La femme s'est levée. « Prenez soin de vous, » m'a-t-elle dit avant de partir. « Vous aussi. » Je suis rentrée chez moi, trempée. J'ai pris une autre douche, chaude cette fois. Je me suis préparé une soupe. Poireaux pommes de terre. Simple, réconfortante. J'ai rallumé mon téléphone. Nouveaux messages, nouveaux appels, mais cette fois, il y avait aussi un message de quelqu'un d'autre, un numéro inconnu. « Madame Blanchard, je suis Martine Dubois, assistante juridique au cabinet Dufresne et Associés. Je ne devrais pas vous écrire, mais je voulais vous remercier. Maître Dufresne nous a réunis cet après-midi et nous a dit la vérité, que c'est vous qui financiez tout depuis le début. Nous ne le savions pas. Il nous avait laissé croire qu'il était un génie de la finance. Beaucoup d'entre nous sont en colère contre lui. Certains parlent de démissionner. Je voulais juste que vous sachiez que nous ne vous en voulons pas. Nous comprenons. Courage. MD. Oh, ce message m'a surprise et touchée. Ces employés que j'avais payés pendant des années sans jamais les rencontrer, sans qu'ils sachent même qui j'étais, me soutenaient maintenant. J'ai répondu
Merci Martine. Cela me touche beaucoup. Je ne veux pas que vous perdiez vos emplois. J'espère que nous trouverons une solution. Bien cordialement, Aurore Blanchard. Ce soir-là, j'ai dormi un peu mieux. Pas parfaitement, mais mieux. Le lendemain était un jeudi. J'avais rendez-vous avec ma banquière à la banque privée Rothschild. Madame Chen, une femme brillante d'origine chinoise qui gérait mon patrimoine depuis 15 ans. Son bureau, situé rue Laffitte dans le 9e, était sobre mais élégant. Murs blancs, meubles design, quelques œuvres d'art contemporain. Madame Blanchard. Elle m'a accueilli chaleureusement. J'ai vu les mouvements sur vos comptes. 13 millions transférés. Voulez-vous m'expliquer? Je lui ai tout raconté. Le divorce, l'humiliation, ma décision. Elle m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Je vois, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Vous avez bien fait. Juridiquement, vous êtes couverte. Moralement aussi, si vous voulez mon avis personnel. Merci. Maintenant, parlons de votre avenir financier. Avec 13 millions, vous avez de quoi vivre confortablement pour le reste de votre vie si vous gérez bien. Mais je suppose que vous ne voulez pas juste vivre confortablement? Elle avait raison. J'avais 49 ans, la moitié de ma vie devant moi. Je ne voulais pas juste survivre. Non, je veux construire quelque chose, à moi. Quelque chose qui n'aura rien à voir avec Olivier. Madame Chen a souri. Alors parlons investissement. Nous avons passé 2 heures à explorer différentes options. Immobilier, actions, startups. Madame Chen m'a parlé d'un projet qu'elle trouvait particulièrement intéressant. Une plateforme digitale qui aidait les femmes entrepreneurs à lever des fonds. Elle cherche des investisseurs, m'a-t-elle expliqué. Le projet est solide, l'équipe est compétente. Et franchement, après ce que vous venez de vivre, je pense que vous comprendriez leur mission. C'était vrai. Aider d'autres femmes à ne pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre. À construire leur propre empire, ça avait du sens. Combien cherchent-elles? 2 millions pour cette levée de fonds. Elles ont déjà 700 000. Il leur manque 1,3 million. Je prends 1 million. Madame Chen a eu l'air surprise. 1 million? Vous êtes sûre? Vous ne voulez pas d'abord rencontrer les fondatrices? Organisez une rencontre la semaine prochaine. Mais oui, je suis sûre. Je veux investir dans quelque chose qui a du sens pour moi. Nous avons continué à discuter. J'ai également décidé d'investir dans l'immobilier locatif. 3 appartements dans différents quartiers de Paris. Des placements sûrs qui généreraient des revenus passifs. Quand je suis sortie de la banque, je me sentais vivante. Pour la première fois depuis des années. J'étais en train de construire mon avenir. Pas celui d'Olivier, le mien. Le vendredi est arrivé, le jour fatidique, 18 heures, la deadline que j'avais fixée. J'étais dans mon appartement, assise sur le canapé, ordinateur sur les genoux. 16h58, 2 minutes avant l'échéance. Mon email a sonné, un message d'Olivier. Proposition de partage des biens, divorce, Dufresne, Blanchard. Mon cœur s'est accéléré. J'ai ouvert le document PDF attaché, 10 pages, détaillées, précises. Olivier proposait 35% des parts du cabinet, plus l'appartement de Nantes, plus une pension de 50 000 € par an pendant 5 ans. J'ai fait les calculs rapidement. 35% du cabinet valait environ 4,5 millions sur la base de sa valeur actuelle. L'appartement de Nantes valait environ 300 000. La pension totale sur 5 ans, 250 000. Total, environ 5 millions. J'avais investi 13 millions. J'ai ri. Un rire amer. Il se foutait de moi. J'ai transféré le document à Maître Lefebvre avec un message simple. Insuffisant. Que faisons-nous? Sa réponse est arrivée 15 minutes plus tard. Comme prévu. Il teste votre détermination. Je vais lui répondre que cette proposition est insultante et que si nous n'avons pas une offre révisée d'ici lundi midi, nous lançons la procédure de liquidation judiciaire de la holding. Ne vous inquiétez pas. Il va craquer. Le week-end a été long, interminable. Je n'ai pas quitté mon appartement. J'ai regardé des films sans les voir, vraiment. J'ai lu quelques pages de livres sans retenir ce que je lisais. J'ai dormi par petites tranches de sommeil agité. Le dimanche soir, vers 23h, mon téléphone a sonné. Numéro d'Olivier. J'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue, peut-être la curiosité.
Aurore. Sa voix était éraillée, fatiguée. S'il te plaît, on doit parler. On n'a rien à se dire. Ta proposition est ridicule. J'essaie de sauver ce que je peux. Tu ne comprends pas? Si tu prends 50%, le cabinet n'aura plus assez de trésorerie pour fonctionner. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû y penser avant de me jeter comme un déchet. Aurore, je suis désolée, vraiment désolée. J'ai été con, j'ai été cruel. Mais s'il te plaît, ne détruis pas tout. Je ne détruis rien. Je récupère ce qui m'appartient. 40%. Je peux aller jusqu'à 40%. C'est le maximum absolu. 48, pas moins. C'est impossible. Alors, lundi, mon avocat lance la liquidation. « Aurore !» Il criait maintenant. « Tu vas ruiner 12 employés, des gens qui ont des familles, des crédits. Tu t'en fous ? Tu t'en fichais bien quand tu m'humiliais devant eux, quand tu me traitais de leste, quand tu me jetais pour ta maîtresse. » Silence, long, pesant. « Ce n'est pas une maîtresse, » a-t-il murmuré finalement. « Je m'en fiche complètement. Céline et moi, c'est sérieux. On va se marier. » Choc, comme un coup de poing dans le ventre. Se marier. Déjà. Avant même que notre divorce soit finalisé, il planifiait déjà son prochain mariage. « Alors elle pourra te consoler quand ton cabinet coulera. » ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. J'ai raccroché. Mon téléphone tremblait dans ma main. Ou c'était ma main qui tremblait. Je ne savais plus. Mariage. Il voulait épouser Céline. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un dernier petit morceau de cœur qui s'accrochait encore à l'espoir stupide que peut-être Olivier regretterait. Qu'il réaliserait son erreur. Qu'il reviendrait. Mais non, il ne reviendrait jamais. Parce qu'il n'avait jamais vraiment été là. J'ai pleuré cette nuit-là. Pour la dernière fois. Des pleurs profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de mon âme. J'ai pleuré le deuil de mon mariage, le deuil de mes illusions, le deuil de la femme que j'étais. Mais le lundi matin, quand je me suis réveillée, quelque chose avait changé. Mes yeux étaient secs, mon cœur était calme. J'étais prête. À 10 heures, Maître Lefebvre m'a appelée. « Madame Blanchard, j'ai des nouvelles. Olivier vient de m'envoyer une nouvelle proposition. » « Combien ? » 45%, plus l'appartement de Nantes, plus une pension de 80 000 € par an pendant 3 ans. J'ai fait les calculs, environ 7 millions au total. Mieux, mais pas encore assez. Dites-lui 47%, plus l'appartement, plus 100 000 par an pendant 2 ans. Non négociable. Il a jusqu'à 16 heures. C'est votre dernier mot ? Oui. À 14h30, Maître Lefebvre m'a rappelé. Il accepte. J'ai fermé les yeux. C'était fini. J'avais gagné. 47% du cabinet, l'appartement de Nantes, 200 000 € de pension sur 2 ans, plus une clause de confidentialité mutuelle, plus une clause lui interdisant de vous contacter directement pendant 2 ans, sauf pour raisons légales impératives. Parfait. Je fais rédiger l'accord. Vous pourrez signer mercredi. Félicitations, Madame Blanchard. Vous venez de remporter l'un des divorces les plus favorables que j'ai vus. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais juste, vide, épuisée. Le mercredi suivant, j'étais dans le bureau de Maître Lefebvre. Olivier était là aussi, dans une salle de réunion séparée. Nous ne nous sommes pas vus. Nous avons signé les documents chacun de notre côté. 45 pages d'accord de divorce, partage des biens, pension alimentaire, clause de confidentialité. Tout était détaillé, noir sur blanc. J'ai signé chaque page. Mon nom, Aurore Blanchard. Plus jamais Aurore Dufresne. Je n'avais jamais pris son nom officiellement, mais tout le monde m'appelait comme ça. Fini. C'est terminé, a annoncé Maître Lefebvre quand la dernière signature a été apposée. Vous êtes officiellement divorcée, Madame Blanchard. Mes félicitations. Félicitations pour un divorce. C'était presque drôle. Je suis sortie du cabinet par une porte différente pour ne pas croiser Olivier. La rue était ensoleillée. Novembre venait d'arriver, mais il faisait encore doux. Les feuilles des platanes jonchèrent les trottoirs dans des teintes dorées et rousses. J'ai marché sans but pendant 1 heure. Je suis passée devant notre ancien appartement, avenue de Breteuil. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du 5e étage. Les rideaux étaient renfermés.
Olivier avait déjà déménagé mes affaires dans un garde-meuble. Je récupérerai tout la semaine prochaine. 24 ans de vie commune, réduits à des cartons dans un entrepôt. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant le restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. Il s'appelait Da Giuseppe. Il n'existait plus. À sa place, un restaurant japonais. Tout change, tout passe. Le soir, je suis rentré dans mon petit appartement de Bastille. Pour la première fois, il ne m'a pas paru triste. Il m'a paru comme un début. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé mes emails. Un message de Madame Chen, ma banquière. Madame Blanchard, les fondatrices de Women Capital aimeraient vous rencontrer demain à 10h dans leur bureau. Elles sont très enthousiastes à l'idée de vous avoir comme investisseur. L'adresse est en pièce jointe. Bien cordialement, LC. Women Capital, la plateforme pour aider les femmes entrepreneurs. Mon premier investissement en tant qu'Aurore Blanchard, femme indépendante. Le lendemain, je me suis rendue dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. Les bureaux de Women Capital étaient dans un ancien atelier reconverti. Briques apparentes, grandes fenêtres, espaces ouverts. Jeunes femmes concentrées devant leurs ordinateurs. Les 3 fondatrices m'ont accueillie. Sarah, 34 ans, ex-banquière. Léa, 29 ans, développeuse. Et Amina, 31 ans, spécialiste du marketing. « Madame Blanchard, c'est un honneur », a dit Sarah en me serrant la main. « Madame Chen nous a parlé de vous, une femme qui investit 1 million dans notre projet, ce n'est pas rien. Appelez-moi Aurore, et c'est moi qui suis honorée de participer à un projet qui aide les femmes à devenir indépendantes financièrement. » Nous avons passé 2 heures à discuter. Elles m'ont montré leur plateforme, les chiffres de croissance, les témoignages de femmes qu'elles avaient aidées. Une femme qui avait lancé une marque de cosmétiques bio, une autre qui avait créé une application d'éducation pour enfants, une 3e qui avait ouvert une chaîne de café inclusif employant des personnes handicapées. Des histoires magnifiques. Des femmes qui avaient osé, qui avaient pris leur destin en main. « Vous savez, » m'a dit Amina à la fin de la réunion, « nous cherchons aussi des mentors, des femmes qui ont de l'expérience et qui peuvent conseiller nos entrepreneurs. Ça vous intéresserait? Moi, mentor? » J'ai hésité. Qu'est-ce que je pouvais apporter? J'ai géré un patrimoine familial, ai-je commencé doucement. J'ai structuré des investissements. J'ai financé une entreprise pendant 8 ans. Mais je ne suis pas entrepreneur. Vous êtes une survivante, a dit Léa. Vous avez traversé quelque chose de difficile et vous en êtes sortie plus forte. C'est exactement le genre de parcours qui peut inspirer d'autres femmes. Survivante. Le mot résonnait en moi. D'accord, ai-je dit. Je veux bien essayer. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, plus grand, dans le 11e arrondissement, rue Oberkampf. 2 chambres, parquet ancien, cheminée en marbre, balcon avec vue sur les toits de Paris. J'ai meublé avec soin, des pièces que j'aimais vraiment. Pas des compromis. Pas des choix faits pour plaire à quelqu'un d'autre. Un canapé vert émeraude que j'adorais, mais qu'Olivier trouvait trop voyant. Une bibliothèque immense pour tous mes livres, un bureau en bois massif près de la fenêtre. J'ai commencé mes sessions de mentorat avec Women Capital. Une fois par semaine, je rencontrais des femmes qui lancèrent leur entreprise. Je les aidais à structurer leurs finances, à négocier avec des banques, à avoir confiance en leurs valeurs. C'était étrange. Toutes ces années où je m'étais effacée, j'avais en fait développé une expertise considérable. Je savais gérer l'argent, je savais négocier. Je savais construire une structure financière solide. J'avais juste oublié que je savais. Un mardi après-midi de décembre, j'accompagnais une jeune femme, Fatoumata, 28 ans, qui avait créé une marque de vêtements éthiques fabriqués au Sénégal. Elle devait pitcher devant des investisseurs, mais elle était paralysée par le stress. « Je ne suis pas assez bien », répétait-elle. « Mon anglais n'est pas parfait. Je n'ai pas fait de grande école. Ils vont me juger. » Je me suis vue en elle, cette peur de ne pas être assez, cette tendance à se faire petite. « Fatoumata, lui ai-je dit doucement, tu as créé quelque chose de magnifique. Tes vêtements sont beaux, éthiques, et ils se vendent. Tu emploies 15 couturières au Sénégal qui peuvent de nourrir leur famille grâce à toi. Tu n'as pas à t'excuser d'exister.
Entre dans cette salle et montre-leur qui tu es vraiment. » Elle m'a regardé avec des yeux brillants. « Vous croyez en moi? Oui. Mais surtout, crois en toi. » Elle est entrée dans la salle de réunion. J'ai attendu dehors. 40 minutes plus tard, elle est ressortie. Elle souriait. Immense. « Ils investissent. 150 000 €. Aurore, ils investissent. » Elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Pour la première fois depuis si longtemps, j'étais vraiment heureuse. Pas du bonheur qu'on affiche. Pas du bonheur qu'on se force à ressentir. Un bonheur vrai, profond. 3 mois ont passé. Janvier, une nouvelle année, un nouveau chapitre. J'ai fêté mes 50 ans seule dans mon appartement. Enfin, pas tout à fait seule. Sarah, Léa et Amina de Women Capital sont venues avec du champagne et un gâteau. Fatoumata aussi. Et Martine, l'assistante juridique d'Olivier qui m'avait écrit ce message de soutien. Nous avons ri, parlé, rêvé l'avenir. « Ah, Aurore !» a dit Sarah en levant sa coupe. « La femme qui nous a prouvé qu'on peut toujours recommencer. » « Recommencer », ai-je répété. Oui, c'est exactement ça. Ce soir-là, quand tout le monde est parti, je me suis installée sur mon balcon malgré le froid. J'ai enroulé une couverture autour de moi. J'ai regardé Paris scintiller sous le ciel noir. J'ai pensé à tout le chemin parcouru. De cette femme humiliée lors d'une inauguration à cette femme qui aidait maintenant d'autres femmes à réussir. Mon téléphone a sonné, un message de Maître Lefebvre. « Madame Blanchard, information que vous devriez savoir. Olivier Dufresne vient d'annoncer la fermeture du cabinet Dufresne & Associés. Il s'associe avec un plus gros cabinet, Bertrand & Partners. Il devient associé junior. Il garde un bureau, mais n'est plus propriétaire. Pensez que vous aimeriez le savoir. Bien cordialement, ML. » Olivier avait perdu son cabinet. Tout ce pourquoi il s'était battu. Tout ce qu'il avait construit sur mon dos. Disparu. J'ai attendu de ressentir de la satisfaction, de la revanche. Mais ce n'est pas venu. J'ai juste ressenti de l'indifférence. Une indifférence paisible. Olivier ne faisait plus partie de ma vie. Il n'avait plus de pouvoir sur mes émotions. J'ai supprimé le message et j'ai posé mon téléphone. Une étoile filante a traversé le ciel, rapidement. Je n'ai même pas eu le temps de faire un vœu, mais je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus rien de personne. Je ne dépendais de personne. Je ne me définissais plus par rapport à quelqu'un d'autre. J'étais Aurore Blanchard, 49 ans, investisseuse, mentor, femme libre. Et c'était suffisant. Le lendemain, je suis allée me promener au jardin du Luxembourg. Il faisait froid, mais le soleil brillait. Des enfants jouaient autour du bassin. Des couples se promenaient main dans la main. Des personnes âgées lisaient sur les bancs. La vie, simple, belle. J'ai pensé à ma mère, à sa dernière demande. Ne te perds jamais dans quelqu'un d'autre. Je ne me perdrai plus jamais, maman, ai-je murmuré. Je te le promets. Un couple âgé est passé près de moi. Il marchait lentement, elle s'appuyant sur son bras. Il parlait doucement, se souriait. Il y avait quelque chose de tendre dans leur complicité. 60 ans d'amour, peut-être plus. J'ai ressenti un pincement. Pas de jalousie, pas de tristesse. Juste la reconnaissance que certaines histoires se terminent et que d'autres peut-être commencent. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Ou peut-être pas. Et c'était bien aussi. Mon téléphone a vibré. Un message de Fatoumata. « Aurore, grande nouvelle. Un grand magasin parisien veut référencer ma collection. C'est grâce à toi. Tu m'as donné le courage de croire en moi. Merci infiniment. » J'ai souri. Mon cœur s'est réchauffé. Voilà, c'était ça, mon nouveau bonheur. Aider, construire, créer, pas dans l'ombre de quelqu'un, en pleine lumière. J'ai continué ma promenade. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas. L'air froid piquait mes joues. Je me sentais vivante, intensément vivante. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme qui a été humiliée, trahie, jetée, mais qui s'est relevée, qui a repris son pouvoir, qui a reconstruit sa vie.
Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous traversez quelque chose de difficile, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fini, vous êtes juste au début d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est vous qui l'écrivez. 49 ans. J'ai 49 ans et ma vie commence à peine. Alors non, je ne regrette rien, ni les 24 ans passés avec Olivier. Ils m'ont appris qui je ne voulais plus être, ni la douleur du divorce. Elle m'a forcé à me regarder vraiment. Ni même l'humiliation de cette soirée d'octobre. Elle a été le déclic dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis libre. Vraiment libre. Et c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je suis assise dans un café près du canal Saint-Martin. Carnet et stylo devant moi. J'écris. Des mémoires peut-être. Ou juste des pensées. Des réflexions sur ce que signifie recommencer. Women Capital se développe magnifiquement. Nous avons aidé 53 femmes à lever des fonds. 53 entreprises qui existent grâce à ce projet. 53 femmes qui se battent pour leur indépendance. J'ai investi dans 3 autres start-up, toutes dirigées par des femmes, toutes avec une mission sociale forte. Mon téléphone vibre. Un email de Martine. Bonjour Aurore, j'espère que tu vas bien. Nouvelle de la rue des Francs-Bourgeois. Olivier et Céline se sont séparés. Apparemment, quand il a perdu son cabinet et son statut, elle a perdu tout intérêt. Karma, peut-être? Bise? Monsieur. Je souris. Pas méchamment, juste. Le sourire de quelqu'un qui sait que la vie a son propre sens de la justice. Je referme mon carnet. Je regarde l'eau du canal scintiller sous le soleil de juin. Des jeunes rient sur les quais. Un bateau-mouche passe lentement. La vie continue. Toujours. Et moi, Aurore Blanchard, 49 ans et demi maintenant, je continue avec elle, plus forte, plus sage, plus moi-même que jamais.